Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mise au point. Aujourd'hui nous allons parler du Rwanda. Pourquoi je veux vous parler du Rwanda? Eh bien le 26 mars 2021, Emmanuel Macron a reçu un rapport sur le rôle de la France durant le génocide des Tutsis orchestré par des Hutus au Rwanda. Rapport qu'il avait demandé en 2019. Ce rapport a été mené par Vincent Duclerc, avec bien évidemment d'autres chercheurs, mais je voulais aussi vous en parler parce que moi personnellement je suis né en 2000 et avant ça j'en avais pour ainsi dire jamais entendu parler. Alors que s'est-il passé là-bas? Quel a été le rôle de la France? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en remontant le temps et en remontant le cours de l'histoire. Le Rwanda est un petit pays d'Afrique. Il partage ses frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la Tanzanie, au sud, le Burundi et à l'ouest, la République démocratique du Congo. Sa capitale est située en son centre et elle s'appelle Kigali. Voilà pour ce qui est de la situation géographique. L'histoire connue, ou du moins que moi j'ai réussi à remonter, date environ de 1090. À l'époque, c'était le roi Jianga qui gouvernait sur le Rwanda. Le peuple était alors composé d'éleveurs, les Tutsis, d'agriculteurs, les Hutus, et d'artisans, les Twa. Les Twa, je ne vais pas trop en reparler dans la vidéo, tout simplement parce qu'il s'agit vraiment d'une minorité et qui n'ont pas joué un rôle très important lors du génocide. Cependant, c'est souvent les grands oubliés, et une vidéo qui leur est dédiée pourrait être vraiment très intéressante. À cette époque, il ne s'agit mais vraiment pas du tout d'ethnie, mais il s'agit d'un peuple uni, à vrai dire, parce qu'ils pouvaient se marier entre eux, ils avaient la même langue, la même religion, bref, c'était vraiment un peuple. Il s'agissait plus de strates sociales, car oui, c'était les Tutsis qui avaient le pouvoir à l'époque. Mais ces strates sociales, elles n'avaient pas vraiment une très grande importance, c'est-à-dire qu'on pouvait être Hutu et devenir Tutsi et donc accéder au pouvoir, ou à l'inverse, être Tutsi et redevenir Hutu. Bref, vous avez compris le principe. Il n'existe aucune haine raciale à cette époque, et même s'il y avait des révoltes entre Hutu et Tutsi, il restait quand même un peuple uni, c'était tous des frères et sœurs. Enfin, il n'y a pas de problème de consanguinité ou quoi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est à partir de 1885 que tout va commencer à se compliquer avec l'arrivée de l'Europe. Et oui, c'est en 1884, avec la conférence de Berlin, que les pays d'Afrique vont être partagés. Le Rwanda va tomber alors sous protectorat allemand. Et si jusque-là le roi avait un pouvoir suprême sur le Rwanda, eh bien là, son pouvoir va être transformé en pouvoir subalterne. Bon, vous connaissez ensuite tout ce qui est Première Guerre mondiale, etc. Eh bien, l'Allemagne est trop faible et elle va perdre son protectorat. En 1919, c'est la Belgique qui le récupérera suite au traité de Versailles. Et là, ça va partir en couille. Les autorités coloniales belges ainsi que le clergé vont considérer les Tutsis comme supérieurs aux Hutus parce qu'ils avaient déjà le pouvoir quand ils sont arrivés. Et pour expliquer cette supériorité, eh bien ils disent que les Tutsis ont des origines européennes et qui sont venus coloniser le Rwanda à une certaine époque et que du coup voilà, ça explique, c'est pour ça que c'est eux qui gouvernent, etc. Et du coup, les Hutus sont considérés comme inférieurs et l'éducation et tout ce qui est administratif va être uniquement réservé aux Tutsis. Mais beaucoup de choses vont commencer à changer en 1931 quand arrive la carte d'identité qui va indiquer dessus ce qu'on appelle désormais une ethnie ou une race. À partir de là, il y aura une séparation systématique des Hutus et des Tutsis. Les tensions entre ethnies vont alors faire que grandir. En 1946, l'ONU va demander à la Belgique de rendre l'indépendance au Rwanda. Mais pour ça, la Belgique doit d'abord instaurer une démocratie dans le pays. Voilà que la fin de la Seconde Guerre mondiale arrive et à peu près au début des années 1950, les pays d'Afrique vont commencer à demander leur indépendance. En même temps, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de leur gueule. En plus de ça, ils ont beaucoup aidé durant la Seconde Guerre mondiale et du coup, ils demandent l'indépendance presque en échange, quoi.
Et le Rwanda, ils font pas exception à la règle, et les Tutsis commencent un petit peu à se révolter contre la Belgique et à demander leur indépendance. Mais ça, la Belgique, ça va pas trop leur plaire, et ils vont donc commencer à préférer les Hutus. En plus de ça, le clergé, lui, il va commencer à prendre un côté plus social, et à vouloir aider les défavorisés, et les Hutus qui étaient jusque-là traités comme des merdes, sont défavorisés, et du coup, ils vont les aider à obtenir le pouvoir. Le pouvoir va donc commencer à changer de main et à passer entre les mains des Hutus. En 1957, il y a un manifeste très important qui est écrit, le manifeste de Bahutu, un manifeste écrit par des Hutus du coup, et qui va parler de racisme pour parler des Tutsis. Alors, le mot raciste, on va pas se le cacher, c'est pas anodin du tout. Déjà que entre humains, ce mot ne devrait pas exister parce que nous sommes d'une même race, alors au sein d'un même peuple, ça commence à être très chaud. Et en plus de ça, ce mot est beaucoup plus utilisé pour décrire les Tutsis que les colonisateurs européens. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, les Tutsis sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, vus comme les premiers colonisateurs du Rwanda. Même si cette histoire est complètement fausse et inventée par les Européens comme prétexte à la supériorité Tutsi, elle est réutilisée par les Hutus et elle va prendre le dessus sur l'histoire avec un grand H. Dès que les Hutus vont décider de se révolter en 1959, la Belgique va les soutenir et le pouvoir Tutsi va tomber. En 1961, il y a la mise en place d'une démocratie. Les Tutsis sont bien évidemment contre, mais ils vont pas vraiment avoir le choix car ils vont commencer à tous se faire tuer finalement et ils vont du coup décider de s'exiler par milliers vers l'Ouganda. La Belgique a enfin réussi à instaurer une démocratie, mais le pays était-il vraiment prêt ? Parce que, on l'a vu, il y a plein de facteurs qui font que les Tutsis et les Hutus commencent à se foutre sur la gueule. Mais jusque-là, ils étaient sous la gouvernance d'un roi qui créait une unité. En 1962, le Rwanda prend son indépendance. En 1963, il y a ce qu'on appelle le petit génocide. Je sais pas comment un génocide peut être petit, mais bon, passons. Ce qui va d'abord être dissimulé par l'ensemble des autorités, que ce soit les autorités rwandaises, le clergé ou encore la Belgique. En 1965, le Parti Hutu devient un parti unique et sans opposition, ce qui conduira en 1973 au coup d'état de Juvenal Habyarimana, un Hutu extrémiste qui donc prendra le pouvoir, et la violence contre les Tutsis va commencer à augmenter. En 1975, le gouvernement de Giscard d'Estaing va commencer à aider le Rwanda au niveau de l'armement à hauteur de 4 millions de francs. En 1988, réélection d'Habyarimana et attention, c'est à 99,9% des voix. 0,01% des voix, ce sont des votes blancs, et le reste, en même temps, il n'y a pas de reste parce que c'est un parti unique. Les violences contre les Tutsis continuent de s'accroître. Fin des années 70, tous les Tutsis qui s'étaient exilés en 1963 vont demander à revenir dans le pays, mais ça va leur être refusé. En 1990, première attaque du FPR, le Front Patriotique Rwandais, créé en 1979 par des Tutsis qui avaient dû s'exiler 30 ans plus tôt vers l'Ouganda. C'est le début d'une guerre civile au Rwanda. Entre 1992 et 1993 sont signés les accords d'Arusha sous l'égide de la France et de la Belgique. Le but étant de mettre fin à la guerre civile et de partager le pouvoir entre Hutus et Tutsis, mais cela échoue. Le 6 avril 1994, l'avion d'Habyarimana est abattu. Il s'agit bien évidemment d'un attentat. Un groupe de Hutus extrémistes va alors reprendre le pouvoir. Ouais, je sais, avant il s'agissait déjà d'un groupe de Hutus extrémistes, mais disons que avant il y avait des génocides contre les Tutsis et que le gouvernement ne disait juste rien. Maintenant, le gouvernement va demander à ce qu'il y ait ces génocides. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Le 8 avril, le FPR va lancer une attaque contre le gouvernement, mais celui-ci va riposter en disant à tout Hutu de tuer toutes les personnes favorables aux accords d'Arusha.
ce qui fait que beaucoup de Tutsis sont tués, mais aussi beaucoup de Hutus qui étaient aussi favorables aux accords d'Arusha. Très bonne gourde, les bonnes résolutions, très bonne boîte de prod, hein, si vous ne connaissez pas. Je vous conseille de boire un petit coup et de prendre peut-être un petit gâteau ou un truc comme ça. On est qu'à la moitié de la vidéo. Voilà, vous avez à peu près le contexte général de ce qui s'est passé au Rwanda. Maintenant, on va plutôt s'attaquer à ce qu'a fait la France dans ce conflit. Pour ça, j'ai lu une partie du rapport du clerc, que vous pouvez retrouver en description ou en allant sur Vie Publique. Vous pouvez aussi le trouver, sinon je vous ai mis le PDF, bien évidemment, dans la description si vous voulez vous lire les 1000 pages. 1000 pages. Bon, bon courage en tout cas si vous le faites. Sinon, juste lisez la conclusion, c'est beaucoup moins long et puis c'est vachement intéressant. Je peux vous la conseiller. Avant de reprendre aussi, sachez que là, faut s'accrocher, je vais un petit peu remonter dans le temps parce que la France commence à avoir un vrai rôle au Rwanda à partir des années 1990. Bon, le rôle de la France, du coup, comme je l'ai dit, commence à partir de 1990, lorsque le chef de l'état-major de François Mitterrand lui dit je crois que ça commence à chauffer un petit peu au Rwanda, il y a des attaques du FPR, il y a des ripostes de l'autre côté, enfin bref, ça commence à être un petit peu la merde. Du coup, François Mitterrand décide de rapatrier les ressortissants français qui vivent là-bas en envoyant des soldats. Le truc, c'est qu'il envoie beaucoup de soldats, il fait même venir des soldats des autres pays d'Afrique pour venir au Rwanda, et en plus de ça, les soldats vont rester très longtemps. Ouais, en fait, le gouvernement français commence à aider le gouvernement du Rwanda contre le FPR, mais alors, pourquoi ? Eh bien, lors d'un sommet franco-africain, le président François Mitterrand avait promis une aide militaire à tout pays africain se dirigeant vers une démocratie et un respect des droits de l'homme, ce qu'essaye de faire le Rwanda. Même si au niveau des droits de l'homme, c'est pas vraiment ça. Les informations que reçoit le gouvernement français sont visiblement fausses. Le nombre de Tutsis attaquant Kigali est largement décuplé, leur armement est modifié, et en plus de ça, assez rapidement, le FPR va être rattaché à l'Ouganda, donnant l'impression d'une offensive d'un pays contre l'autre. C'est pas vraiment ce qui se passe. En plus de ces informations fausses qui font passer le gouvernement d'Abiyarimana comme totale victime de la situation, eh bien, le président François Mitterrand a une relation assez particulière avec Abiyarimana, qui n'hésite pas à appeler l'Élysée de manière assez régulière, ce qui n'est pas d'habitude le cas avec les autres présidents d'autres pays. Si jusque-là, la situation est assez floue et que le gouvernement français n'est pas trop remis en cause au niveau de ses actions, en 1993, ça va commencer à changer. Parce que, on va pas se le cacher, le gouvernement rwandais ne respecte plus trop tout ce qui est droits de l'homme. Et pourtant, la France va continuer à vendre des armements au gouvernement rwandais. Tout commence à être flou à cette époque-là, les actions des Hutus extrémistes sont vues comme de la légitime défense, tandis que les attaques du FPR qui essaie juste de regagner un petit peu de terrain, ça c'est vu comme une action d'éradiquer les Hutus. Et en plus de ça, François Mitterrand, il est pas très chaud de retirer ses troupes du Rwanda, parce que ça montrait à l'ensemble des pays africains que la France n'est pas capable de tenir sa position, et du coup ce serait un aveu de faiblesse, et ça le fait pas trop quoi. La France reste donc au Rwanda, mais la France, elle est seule, les autres pays européens la regardent en lui disant « Abiyarimana, c'est pas terrible, pas terrible, tu devrais arrêter de l'aider là, tu devrais arrêter. Je sais pas si t'as vu son ministre de la Défense, Théoneste Bagosora, ouais, Hutu Power, hein, c'est-à-dire que c'est une idéologie plus extrémiste. Nous on n'y va pas, en tout cas. Tu fais ce que tu veux la France, mais nous on n'y va pas. Voilà, c'est à peu près passé comme ça.
En 1993, le traité d'Arusha, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était censé partager le pouvoir entre Hutus et Tutsis, est enfin signé. La France a donc décidé de se retirer, plus de 3 ans après son arrivée. Le 6 avril 1994, attentat d'Abiyarimana, son avion s'écrase, et si le monde entier ainsi que la DGSE, qui est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure pour la France, disent qu'il ne s'agit pas d'un attentat du FPR, mais qu'il est plus probable, pas sûr, mais qu'il est quand même plus probable que ce soit un attentat des Hutus extrémistes, eh bien la France ne veut pas le croire et continue à croire que c'est un attentat du FPR. Il faut savoir que la DGSE a toujours été un lanceur d'alerte qui disait plutôt bien ce qui se passait là-bas, mais que la France l'a toujours écarté. Rome brut. Ça rage, putain. Un gouvernement intérimaire prend alors le pouvoir, dirigé par Théoneste Bagosora, le Hutu extrémiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était ministre de la Défense. Le génocide contre les Tutsis va alors commencer le 7 avril 1994. Et si beaucoup de Tutsis sont tués, c'est aussi le cas de beaucoup de Hutus qui ont voulu défendre des Tutsis ou qui étaient contre les accords d'Arusha ou tout simplement contre Bagosora. Beaucoup sont tués. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors de ce génocide, ce n'est pas des militaires, enfin si, il y en avait aussi, mais ce n'est pas que les militaires qui vont venir pour tuer des civils, mais c'est aussi, je sais pas, ton voisin, ton mari, ton meilleur pote d'il y a une semaine, n'importe qui adhère aux propos de Bagosora peut être un éventuel tueur. Toutes les routes sont bloquées et aucun Tutsi ne peut s'échapper. Bon, l'ONU va mettre en place ce qu'on appelle la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, mais celle-ci est très très peu efficace. La Belgique et la France, eux, vont envoyer des troupes pour ramener leurs ressortissants, et la France va aussi s'occuper de ramener la famille d'Abiyarimana, mais en aucun cas, des Tutsis seront ramenés. La France arrête le 8 avril 1994 de fournir des armes au gouvernement rwandais. Il faudra attendre presque 4 mois pour que les Nations Unies décident de mandater la France le 22 juin 1994 pour arrêter ce génocide. Bon, le truc c'est que le génocide il commence un peu à toucher à sa fin, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Le truc qui est assez bizarre, c'est que du coup la France arrive là-bas, mais que jusque-là ils avaient été potes avec l'armée du Rwanda. C'est un peu confus tout ça quoi. La France lance alors l'opération turquoise. Quand ? Eh bien en juin 1994, comme ce que je viens de le dire tout à l'heure en fait. C'est une opération de 2500 hommes qui a un but humanitaire. L'ordre donné est de stopper la guerre entre deux peuples. Et oui, ils n'avaient pas trop compris en fait. Mais quand les soldats se sont retrouvés là-bas, ils se sont vite rendus compte que c'était pas une guerre, mais bel et bien un génocide. Ce flou total emmènera au drame humain de Bisesero, où des centaines de Tutsis sont massacrés sans que personne n'agisse, alors que beaucoup étaient au courant, comme le montre cet extrait. Il faut voir, hier on était, je sais plus quel patelin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés, enfin bon. Ah. C'est... Le problème c'est qu'ils sont, je sais pas comment ils font pour se soigner quand même, ils sont plein de plaies purulentes partout. On a évité un lynchage parce que le guide qui nous accompagnait, manifestement, c'était un des gars qui comment dirais-je, qui guidait les milices dans les jours qui ont précédé, quoi. Ouais. Alors quand on est tombé sur la bande de Tutsis qui fuyaient dans les collines, quand ils m'ont reconnu, il a fallu lever le ton parce que j'ai cru qu'ils allaient le lapider. Hein.
Une enquête a eu lieu et le parquet de Paris a décidé de ne pas poursuivre les généraux de l'opération car, je cite, « Le parquet n'écarte pas la possibilité que la non-intervention des militaires soit constitutive d'une non-assistance à personne en péril, mais conclut que cet éventuel délit est quoi qu'il en soit prescrit. » Cependant, le rapport Duclerc pourrait bien relancer l'affaire. Bon, comme vous l'avez vu, l'aide au Rwanda de la part des Français est quand même assez confuse. Et ça ne s'arrête pas seulement aux actions que je vous ai décrites tout à l'heure, mais il y a eu aussi certaines pratiques qui ont été un peu ratées, ou disons qu'elles peuvent faire un peu polémique. En effet, il y a eu des camps militaires qui ont été installés principalement à l'est du Rwanda pour secourir des milliers de personnes, dont des Tutsis. Le truc, c'est qu'il y avait quand même principalement des Hutus. Et attention, ça c'est très bien de protéger les Hutus, car beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont fait massacrer parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne idéologie. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Hutus qui ont commandité le génocide qui sont dans ces camps. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Est-ce que la France est complice de ce génocide ? Pas facile à répondre, hein. Voilà ce que dit le rapport Duclerc. Si l'on entend par là une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, rien dans les archives consultées ne vient le démontrer. La France s'est néanmoins longuement investie aux côtés d'un régime qui encourage des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle face à la préparation d'un génocide par les éléments les plus radicaux de ce régime. La recherche établit donc un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. Ce génocide, c'est 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieux tués, soit 3/4 de la population Tutsi du Rwanda, et ça en 4 mois. Le Rwanda comportait, avant le génocide, 7 millions d'habitants. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est le FPR qui est au pouvoir. Et à leur tête, Paul Kagame. Il a réussi à redresser l'économie du pays, ce qui ne devait pas être une mince affaire vu qu'un septième de la population avait été exterminée. Mais le truc, c'est que Paul Kagame, il est quand même aussi pas mal critiqué, surtout au niveau des droits de l'homme. En effet, il y aurait une très forte répression de ses opposants politiques. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Je viens reconnaître nos responsabilités. Voilà, j'ai enfin fini de tourner, d'écrire, pour vous de monter, de publier, de faire la miniature de cette vidéo qui était tellement longue à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager beaucoup, parce que je pense que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps, peut-être même plus que la vidéo sur les sorcières, que si vous n'avez pas vu, bien évidemment, je vous invite à voir. C'est un truc avec un mélange histoire, court-métrage et tout, c'était assez marrant à faire. Eh bien, à très très bientôt. Salut! Bye!